Bonjour à tous, Bitcoin est à 87 000 dollars actuellement et on va voir un petit peu ce qu'il en est, actuellement ma position, etc. Je vous rappelle que j'étais haussier, je suis en réalité toujours haussier, hein, je vous spoil pour ceux qui sont toujours là, mais je suis toujours haussier. Cependant, il faut quand même être vigilant dans cette période parce que nous sommes actuellement sur rebond. On a récupéré une principale zone de liquidité qui se trouvait juste ici au niveau des 88 000 dollars. On est venu passer au-dessus. On est venu être rejeté, ok, et actuellement on est dans une zone de compression. Vous voyez, on a les deux trendlines ici qui forment une zone de compression. Donc là, je suis en échelle de temps 1 heure, une bougie égale 1 heure. Donc on va essayer un petit peu de regarder ce qui peut déterminer si on est dans une continuation haussière, c'est-à-dire une cassure qui pourrait se faire par le haut avec la récupération des liquidités qui se trouvent au-dessus du prix, hein. Je vous rappelle qu'on a énormément de liquidités qui se trouvent au-dessus du prix. Si je passe un petit peu en 2 semaines, là je suis sur les contrats perpétuels, hein. Je vous rappelle que ça c'est les contrats dérivés. Donc les contrats dérivés, c'est les personnes qui prennent des positions de type vraiment pari et qui font pas de l'investissement et qui ne détiennent pas réellement du Bitcoin. Ok, elles font des paris sur est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Et donc on a une zone d'intérêt majeure qui se trouve juste ici au niveau des 97 000 dollars. Donc il va falloir être très vigilant parce que évidemment les zones de rebond dans les tendances baissières sont plutôt des opportunités soit pour short le marché pour ceux qui font du contrat dérivé, ce qui n'est pas mon cas quand on est investisseur et en l'occurrence moi je suis plutôt swing trader, donc investisseur long terme. Ce que je fais et ce qui est vraiment ma priorité pour moi, c'est de protéger mon capital. Et donc évidemment ici, ce que je veux jouer, c'est les rebonds et les potentielles reprises de niveau de support et de niveau de résistance. Ok, donc ici, vous voyez qu'on avait un ancien niveau de support qui est devenu maintenant résistance puisqu'on s'est installé en dessous du prix. Donc on a ici travaillé ce niveau et hop, on l'a franchi à la baisse. Donc évidemment ici maintenant ça forme un niveau de résistance. Vous savez, vous connaissez la règle, on achète bas, on revend haut. Et en analyse technique, ça se traduit par on achète sur support et on vend sous résistance. D'accord? Alors évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on est plutôt dans une configuration de type ici, rebond, repartir ici dans cette fameuse zone que j'ai tracée, qui est la zone de reload zone, hein, donc la zone de rechargement de longue. Donc ici, est-ce qu'on va devoir se réappuyer ici pour repartir, potentiellement refaire un peu une phase de range un peu piégeuse avec des déviations, etc., des phases de spring, des phases d'uptrust, etc., d'après la théorie de Wyckoff. Est-ce qu'on va devoir refaire ça ou est-ce qu'on va repartir directement sur notre niveau de résistance, ok, qui se trouve actuellement, donc on en a parlé un petit peu ici au niveau des 93 000, mais surtout ici au niveau des 96 à 98 000 dollars. Donc évidemment, quand on est dans une tendance baissière et dans une phase d'excès baissier, quand on est dans une baisse importante, bon, bah, c'est pas le moment où vous agissez, d'accord? Encore une fois, hein, quand on est dans des phases d'expansion haussière énormes, je reviens un petit peu par le passé. Si ici, vous pensiez que ça va descendre, c'est pas à ce moment-là où vous rachetez, d'accord? Vous rachetez pas pendant ces phases-là. Vous attendez des phases ici où on a des zones de consolidation. À ce moment-là, vous vous posez la question, est-ce que je re-rentre? D'accord? Eh bien, c'est exactement pareil quand vous êtes dans des phases baissières. Quand vous êtes dans des phases d'excès baissier à ce moment-là, c'est pas le moment où il faut sortir. D'accord? Là, le marché vous donne un rebond et c'est ici que vous devez vous poser la question, est-ce qu'on est est-ce qu'on a plutôt une probabilité importante de faire une jambe baissière, un retracement, une correction, vous l'appelez comme vous voulez, mais est-ce qu'on a plutôt la probabilité de repartir à la baisse avant de remonter, ou est-ce qu'on est plutôt dans cette phase-là, c'est-à-dire ici on a un rebond, et ensuite ici, est-ce qu'on a plutôt une structure de consolidation avant une continuation haussière? D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut déterminer. Évidemment, du coup, tout le rôle principal des analystes comme moi, etc., ça va être de justement reprendre ces informations-là pour essayer de savoir où on en est. Donc évidemment, je m'appuie euh, sur beaucoup d'indicateurs, hein. Je vous rappelle que mon point de vue, c'est que on fait de l'analyse, enfin, je fais de l'analyse quantitative. Mon objectif à moi, c'est de déterminer si actuellement je rentre ou actuellement je sors. Donc moi, les théories sur la macroéconomie, la liquidité, le QT, le QE, etc., toutes ces données-là, alors j'y accorde de l'importance, mais pour moi, elles vont entraîner surtout sur le marché une quantité d'acheteurs. Donc
ces acheteurs-là vont ensuite se positionner sur les marchés et donc créer un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Et c'est ça qui va faire augmenter le prix ou le faire baisser. Donc évidemment, ce que je vais regarder, c'est plutôt est-ce que j'ai des acheteurs ou est-ce que j'ai des vendeurs qui rentrent sur le marché. Il y a beaucoup de manières de le faire, je l'ai répété plusieurs fois, mais évidemment, ce qu'on va regarder, c'est les ETF. Donc là, on a un léger rebond. Vous voyez que BlackRock, les clients de chez BlackRock commencent à se repositionner un petit peu. C'est très léger. Donc pour le moment, il faut voir si on est plutôt dans une journée comme celle-ci d'accalmie avant une reprise baissière comme on avait pu avoir ici, ou si on a vraiment justement une reprise haussière par la suite, ou à minima une consolidation. Vous voyez qu'ici, entre le mois de mars et le mois d'avril, on avait eu une consolidation. Là, il va falloir voir justement si on revient sur ces niveaux, si on revient sur une configuration un petit peu similaire, avec ici justement une latéralisation, donc pas d'entrée, pas de sortie, quelque chose un petit peu timide. Au niveau des ETF Ethereum, là par contre, on a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a 2 journées consécutives d'achat sur les ETF de BlackRock, ETHA. Ça, c'est positif parce que même si c'est pas énorme, et vous voyez que c'est comparable à ce qu'on a pu avoir sur le Bitcoin par exemple, 92 millions, 46 millions, etc. Sauf que Ethereum est quand même très faiblement capitalisé par rapport à Bitcoin, et donc d'avoir autant d'afflux financiers, c'est quand même intéressant, d'accord? C'était pas arrivé quand même depuis le 10 novembre, depuis même le 7, si on parle vraiment d'inflow positif. Bon, voilà, ça fait quand même un bon moment qu'on n'avait pas eu une tendance comme ça qui s'était inversée. Donc, intéressant de voir ça. Donc, j'interromps rapidement la vidéo pour vous parler de notre partenaire BitGet, l'exchange, un des plus gros exchanges du monde qui a décidé de nous sponsoriser, d'être partenaire de nos vidéos. Donc, je le remercie évidemment. C'est un exchange qui vous permet d'investir sur de nombreuses cryptos, de ne pas être limité par le nombre de cryptos que peut posséder par exemple Binance. C'est vrai qu'on est souvent limité quand on va regarder sur Glassnode. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est l'analyse on-chain. Donc j'étudie Glassnode dans les moindres détails pour regarder les accumulations de la part des baleines, etc. Donc évidemment, ce que je vais faire, c'est fouiller beaucoup de cryptos. Et quand j'ai une position qui est intéressante sur une crypto, c'est assez rageant de se retrouver avec absolument aucun exchange sur lesquels c'est listé, ou alors des exchanges assez obscurs. Et l'avantage de BitGet, c'est que vous êtes sur un exchange qui est secure, qui est assuré d'ailleurs, pour si jamais il y a un hack dans le futur. C'est un exchange qui est assuré pour justement pouvoir rembourser ses clients. Et bien ça, vous avez la particularité d'avoir la sécurité et de pouvoir lister beaucoup de cryptos. Des cryptos qui sont parfois toutes petites, etc., que vous trouveriez que sur des toutes petits exchanges. Là, vous allez pouvoir les trouver. Donc, d'un point de vue sécurité, on est bon. D'un point de vue frais, on est très bas. Et d'un point de vue nombre de cryptos listés, c'est super. Donc, c'est ce qui a fait que moi, je me suis positionné majoritairement sur cet exchange. Donc, voilà. Si vous avez envie de le rejoindre, n'hésitez surtout pas. Vous avez tous les liens en description pour le faire. Évidemment, c'est un partenariat rémunéré, donc rien ne vous oblige à le faire. En tout cas, je vous en parle effectivement parce que c'est quelque chose que j'utilise et dont je fais confiance. D'ailleurs, c'est mon partenaire qui est exclusif. Voilà, je ne mets en avant absolument aucun autre produit. Voilà, bon, on retourne sur la vidéo. Au niveau ici, je vais revenir un petit peu sur une information que je vous avais partagée dans la vidéo de lundi qui a été supprimée. Donc effectivement, je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires, etc. J'ai fait un post sur la chaîne YouTube pour justement vous préciser que les informations qui étaient communiquées par CryptoQuant et par Glassnode, qui sont les 2 principaux émetteurs d'informations on-chain, donc qui sont même celles qui sont analysées par un homologue à moi qui est professeur Chen de la CryptoSt Academy, qui fait également un travail intéressant sur l'analyse on-chain, et qui, vous voyez, a partagé également, donc lui malheureusement c'était hier soir, qui a partagé exactement la même information que moi, 440 000 bitcoins acquis le 22 novembre pour un prix de 84 565 $. Malheureusement, cette information-là se retrouve être biaisée et fausse par le fait que justement on a une migration de crypto en l'occurrence de Bitcoin et d'Ethereum sur Coinbase. Donc on a Coinbase qui est en train de déplacer des Bitcoins d'un portefeuille à un autre portefeuille, ce qui fait que les outils d'analyse on-chain analysent ça comme un transfert
entre petit portefeuille vers grand portefeuille et donc assimile ça à de l'accumulation. D'accord? Donc c'est un défaut évidemment des plateformes d'analyse on-chain qui évidemment retracent tout ce qui se passe sur la blockchain, mais vous avez un gros travail que font justement Glassnode et CryptoQuant également, qui est un travail justement de regroupement de portefeuilles pour justement en faire différentes cohortes. Parce que évidemment, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les commentaires, mais vous vous doutez bien que quand vous possédez des milliers et des milliers de bitcoins, vous ne les possédez pas sur une seule adresse. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui disent ça sert à rien parce que vous vous doutez bien que les gros portefeuilles de plus de 10 000 bitcoins, ils ne possèdent pas tout sur la même adresse. Et à ça, je dis effectivement, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un gros travail justement de regroupement. Évidemment, vous avez des personnes qui font ça très bien, chez CryptoQuant ici, mais également chez Glassnode, un travail de regroupement qui va consister à se dire, bon, bah, vous voyez, j'ai 3 adresses qui s'envoient régulièrement des bitcoins, etc., qui basculent de l'un à l'autre, etc., en deal OTC, qui repassent jamais par des plateformes d'exchange, etc. C'est très probable que ces bitcoins appartiennent à la seule et même personne, ou à la seule et même entité. Et donc vous voyez que ça marche plutôt bien, parce que si on arrive à déceler des comportements comme on a pu avoir ici, avec des gros portefeuilles qui vendent, des gros portefeuilles qui achètent, etc., bah, c'est finalement tout ça pour dire que finalement ça marche quand même pas mal. Alors le problème, c'est que vous voyez que quand on a des phases comme actuellement, donc vous voyez ici, je zoome un petit peu, mais on a eu des grosses phases de transfert de liquidité d'un portefeuille à un autre portefeuille, et ben en fait vous avez des petits portefeuilles ici, vous voyez, qui pèsent entre 10 et 100 bitcoins. Donc on a peut-être une adresse de Coinbase qui pèse, je sais pas moi, 45 bitcoins, qui a été envoyée sur l'adresse principale de Coinbase, qui en possède 2500. Et donc les 45 ici se sont ajoutés aux 2500, qui font 2545 bitcoins. Et donc on a l'impression que cette cohorte, ce groupe de portefeuilles-là, vient posséder de plus en plus de bitcoins. Et donc ça, c'est un défaut de CryptoQuant. Alors effectivement, j'aurais pu le noter. Donc bon, effectivement, c'est une erreur de ma part, hein. Donc vous voyez, hein, malheureusement, on a été nombreux à tomber dans le piège. Je vais écrire un petit message, si vous, d'ailleurs vous pouvez le faire également, à Professeur Chen, hein, à ce sujet-là, puisque effectivement ici, bah, c'est effectivement lié au transfert justement de Coinbase. Et donc ça, malheureusement, c'est faux. On ne peut pas se baser là-dessus pour justement se dire qu'on a eu une accumulation énorme à ce niveau-là. Alors effectivement, ça intervient à un moment intéressant, qui est un moment où on a eu justement un transfert de portefeuille. Donc, est-ce que ça couvre justement des achats possibles? Rien n'est moins sûr, ok? On ne peut pas le savoir. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir combien de cryptos ont été transférés. En tout cas, pour le moment, il y a un gros travail qui est en cours actuellement et qui sera prochainement finalisé côté CryptoQuant et côté Glassnode pour justement remettre tout à plat, pour retrouver les différents portefeuilles qui correspondent à Coinbase, d'accord? Parce qu'ils connaissent les portefeuilles historiques de Coinbase et donc ils sont capables de rattacher les nouveaux petits portefeuilles, etc. à Coinbase. Donc cette courbe-là sera réinitialisée dans quelques jours, quelques heures, quelques jours. Donc évidemment, ça, on pourra déceler un comportement à partir de ce moment-là. Mais pour le moment, malheureusement, on ne va pas être capable d'analyser d'un point de vue on-chain justement ce qui s'est passé. Donc évidemment, je vous remercie, hein. Donc j'ai la chance d'avoir une communauté qui est plutôt éclairée et donc qui a pu me notifier cette information-là, effectivement. Et je vous remercie également, hein, pour tous les commentaires, etc., que j'ai pu avoir récemment. Donc je ne sais pas si donc on dit que on est le reflet de notre communauté, etc. Donc si c'est le cas, je suis très fier en tout cas d'avoir une communauté aussi aguerrie. D'accord. Et donc, merci à vous également de nous suivre, d'être toujours respectueux dans les commentaires. Bon, ça arrive d'avoir quelques petits soucis, surtout quand les vidéos font pas mal de vues. On arrive à attirer des personnes qui sont parfois un peu moins averties et un peu moins bienveillantes.
En tous les cas, merci à vous tous qui nous suivez depuis tout ce temps. Donc, on est quasiment 4000. Je vous remercie. Vous êtes un certain nombre à nous suivre sans être abonnés. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu le jeu de toute façon, globalement. En tous les cas, sachez que ça soutient la chaîne, que ce soit vos abonnements, vos likes, etc. Je vous remercie beaucoup pour ça. Je fais une petite aparté là-dessus, mais c'est quand même très intéressant et très gratifiant pour nous de voir que on a autant de personnes qui nous suivent, qui sont des personnes qualifiées, des personnes qui s'intéressent réellement à la crypto et à ses fondements et qui sont désireux d'en apprendre toujours plus. Donc je vous remercie pour ça. Sinon, côté macroéconomie, sans transition. On a des news intéressantes qui sont la potentielle baisse de taux. Donc là, ça commence à devenir quasiment acté qu'on aura une baisse de taux d'ici 15 jours. Évidemment, on peut avoir quelques revirements de situation, mais le fait qu'on ait les PPI qui soient sortis et qui nous montrent ici que voilà, les données relatives à l'économie américaine nous montrent que ça va pas si bien que ça aux États-Unis. Ok. L'économie se tenait plutôt pas mal, mais vous voyez que finalement, on est quand même dans une période où l'économie a un peu de mal à décoller. Ok, l'économie américaine souffre un petit peu, l'inflation est en train de reculer, donc ça c'est très positif, ça donne un petit peu d'air et un petit peu de mou à Jérôme Powell pour potentiellement baisser les taux, et donc il risque de ne pas s'en priver avec potentiellement une baisse de taux ici qui serait relativement rapide avant la fin d'année, pour justement aider les marchés à souffler un petit peu. Donc ça, les marchés évidemment apprécient beaucoup parce que ils commencent à sentir l'ambiance de tension un peu globale. Donc voir qu'on a justement une potentielle baisse de taux qui arrive, etc., une politique monétaire qui devient de plus en plus accommodante, c'est très sain pour le marché, ça fait du bien, ça fait souffler un petit peu les acteurs du marché et ça les pousse à un petit peu continuer d'allouer leur portefeuille et leur liquidité justement à ces actifs à risque. Ok, donc on a encore une fois la news dans quelques jours, on aura l'arrêt du quantitative tightening, d'accord. Donc le bilan de la Fed va arrêter de baisser. Donc vous voyez, si je vous montre ici la courbe de liquidité et la courbe en l'occurrence de bilan de la Fed, vous voyez ici le bilan de la Fed qui était en réduction depuis un bon moment, depuis quand même juin 2022, même un peu avant, depuis avril. On a eu quand même une longue phase de baisse. Alors on a eu un petit sursaut ici pendant la faillite de la Silicon Valley Bank où on a dû imprimer un peu de cash pour sauver les clients de cette fameuse banque californienne qui du coup a fait ce fameux rebond. Ensuite on a eu une longue baisse progressive et ça y est, Jérôme Powell a annoncé que le 1er décembre c'était terminé. Donc on aurait une stagnation qui avait à l'époque la fin du QT justement à l'époque qui n'avait pas été si positive que ça pour le marché du Bitcoin. Vous voyez que quand on a eu l'arrêt du QT, ça avait été marqué par justement des phases de baisse, etc. Puis une phase de latéralisation du prix. Bon, on avait eu le Covid, etc. entre-temps, qui a motivé du coup cette fameuse impression monétaire. En tous les cas, ici, il va falloir surveiller ça. Moins de suppression de liquidité, ça veut dire plus de liquidité. Plus de liquidité, ça veut dire plus d'acheteurs. Plus d'acheteurs, ça veut dire potentiellement plus d'acheteurs de Bitcoin et de crypto. Et donc ça, c'est positif pour nous et positif pour les marchés. Donc évidemment, ça, c'est des choses qui sont des trends plutôt long terme, ok. Ça ne veut pas dire que le prix va pas faire ça. Ça ne veut pas dire que le prix va pas faire ça. Honnêtement, c'est des choses que je regarde parce que c'est intéressant sur des vagues un peu plus longues et notamment sur des fins réellement, des fins de cycle importantes. Ok, évidemment, quand on a eu autant d'impression monétaire, d'avoir un retournement ici, c'est pas hyper bon signe. Ok, bon vous voyez cependant que ceux qui ont attendu vraiment la fin du QE pour sortir du marché, ils sont sortis ici, d'accord. Donc c'était un petit peu trop tard. Et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Évidemment, c'était beaucoup trop tard de sortir à moins 60%. Ça, c'est le problème de la majorité des personnes, c'est que vous attendez des confirmations pour sortir qui sont extrêmement tardives. Là, je vois beaucoup de comptes qui disent, pour le moment, on n'est pas en bear market, mais si on casse ici les 74 000 en weekly, alors effectivement, on sera dans une trend baissière et ça y est, ce sera le bear market. Bon, d'accord, je suis peut-être, mais imaginez-vous vendre après la cassure des 74 en weekly après une clôture, ça peut se faire. Enfin, je veux dire, si vous regardez la clôture weekly, là, hop, on va reprendre la clôture weekly sur les dernières semaines. Ceux qui ont attendu
je sais pas moi, la clôture weekly en dessous des 100 000 dollars, bah ici, ils ont vendu à 94, ok? Et donc, alors bon, ils sont contents parce qu'on a continué de baisser, ok? Mais vous voyez ici qu'on a quand même baissé de 25% avant d'avoir justement cette fameuse clôture en dessous des 100 000 dollars. Et donc, si on attend, si là on dit non, non, c'est pas assez la clôture weekly en dessous des 100 000 dollars, finalement, il faut attendre la clôture weekly en dessous des 74 000. Finalement, vous allez vendre avec du coup une performance probablement de moins 43% sur Bitcoin. Et je vous parle même pas des altcoins qui, eux, auront baissé probablement de 70-80%. Donc, alors effectivement, c'est toujours mieux de sortir à moins 80% sur les altcoins qu'à moins 98%, comme pendant la longue période de bear market qu'on a pu avoir en 2022. Mais enfin, protéger son capital, c'est justement être capable d'ajuster son portefeuille au fil de l'eau, d'accord? Parce que vous êtes tous justement soumis à la volatilité du marché. Et à moins qu'on soit uniquement investisseur très très long terme, et dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt à regarder mes vidéos, parce que si vous êtes investisseur très très long terme, je pense que globalement, nous tous qui sommes dans la crypto, on est tous, entre guillemets, piqués par ce fameux virus oui, on pense que Bitcoin a un potentiel énorme du fait des 21 millions de Bitcoin uniquement, du fait de sa politique désinflationniste, etc. Enfin bref, on a tout un tas d'arguments qui font que on croit en l'adoption du Bitcoin, on croit en sa réserve de valeur et dans le fait qu'il sera potentiellement à 1 million de dollars d'ici 15 ans. Sauf que une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Sauf que pourquoi on analyse le marché et pourquoi on essaye justement de se protéger des phases de baisse, etc., c'est qu'on veut en accumuler plus et qu'on se dit, si j'ai 1000 dollars pour acheter du Bitcoin, je préfère les acheter ici que les acheter ici, d'accord? Donc ça, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'on préfère les acheter ici ou est-ce qu'on préfère attendre pour les acheter ici? Et ça, c'est toute la plus-value de l'analyse et de la gestion active de portefeuille, c'est de pouvoir surperformer le marché. Dans un marché aussi volatile et aussi jeune que celui-ci, c'est plus facile que dans le S&P 500. Je vous rappelle qu'il y a finalement assez peu d'analystes qui font mieux que le marché du S&P 500, mais c'est parce que c'est un marché mature, qui bouge assez peu, qui fait des mouvements assez piégeux, parce qu'on a beaucoup de grosses entités dessus qui manipulent un peu le prix. Bon, c'est le cas sur le Bitcoin, mais vous voyez qu'ici, on a des grosses phases très très volatiles, ok, comme ça, donc vraiment des grosses phases de cycle. Et si on est capable uniquement de sortir un petit peu avant justement les premières confirmations, ne serait-ce que sortir ici aux alentours des 50 000 dollars pour re-rentrer aux alentours des 20 000, et ben, vous vous doutez bien que là, vous êtes capable du coup ici de vendre 2 bitcoins, d'en racheter 2 ici, et quand le bitcoin va remonter sur sur vos anciens prix de vente, ben, vous en aurez 4 des bitcoins ici, d'accord? En équivalent, en termes de prix. Donc vous aurez 2 fois plus de capital que ce que vous auriez eu si vous étiez resté en buy and hold à vie. Et ça, c'est la plus-value de la gestion active. Donc moi, mon intérêt sur le marché et le fait que j'analyse le marché aussi souvent et que j'utilise autant d'indicateurs, etc., c'est que je crois qu'avec les indicateurs, et ça semble se vérifier, hein, pour ceux qui veulent voir mon track record sur la description de cette vidéo, ça semble se vérifier, les analyses qu'on peut faire et justement les indicateurs qu'on peut avoir sur les différentes time frames peuvent nous aider justement à avoir un bon comportement. Donc là, il va falloir bien surveiller, c'est ce qu'on fait dans le groupe, c'est ce qu'on fait dans notre cercle d'investissement privé, bien surveiller ce qui se passe pour être capable justement d'anticiper si on a potentiellement justement ici juste un rebond pour repartir à la baisse et potentiellement reprendre en dessous de ce niveau, ou si on a justement une reprise, avoir un bottom, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est ce qu'on fait dans le cercle d'investissement. En tous les cas, je vous l'ai dit, actuellement, je suis toujours bullish. Je pense toujours qu'on a plus de probabilité de venir récupérer les liquidités qui se trouvent au-dessus. Ça se voit simplement avec l'order flow. Vous voyez ici, on a des fundings qui sont globalement en baisse depuis ici le 20 novembre. On a des fundings qui sont en baisse. Ici, un cumulative volume delta sur donc, le spot, sur les marchés spot qui est en hausse. Ça se traduit comment? Je vais vous le dire en quelques mots pour que ce soit accessible aux plus débutants d'entre vous. Ça veut dire que j'ai moins de personnes qui sont bullish. Donc, de plus en plus de personnes pensent que ça, c'est un rebond dans une tendance baissière et que le marché va continuer de baisser. Ça, c'est ce que nous disent les fundings. Ici, d'avoir une baisse de l'open interest, ça veut dire que j'ai globalement des personnes qui sortent du marché. J'ai de moins en moins de personnes qui sont prêtes à faire des paris sur ce marché. Donc,
ici, ça nous dit que justement, on a de moins en moins de personnes qui font des paris et que les personnes qui restent sont plutôt baissières. Les personnes qui font des paris et qui restent exposées pensent que ça va continuer de baisser. Et si ici on regarde, ça nous indique que sur les marchés spot, on a une vraie reprise de demande. On a des personnes qui réellement veulent acheter du Bitcoin. Alors c'est encore très timide, ok. Si on regarde un petit peu la courbe, depuis tout ce temps, ça avait bien baissé. Et vous voyez que on est loin d'être sur une reprise importante de la tendance haussière, mais quand même, c'est à noter, on est plutôt bien orienté, donc ça crédibilise fortement la probabilité d'avoir un rebond. Évidemment, les probabilités ne sont pas des certitudes. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé le contenu. J'en profite encore une fois pour vous remercier. Et pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui souhaitent nous rejoindre dans notre cercle d'investissement privé pour avoir toutes ces analyses sur le Bitcoin, mais également sur les altcoins, hein, puisque je vous rappelle que moi, ma spécialité, ça reste quand même les altcoins. Donc j'analyse le Bitcoin parce que c'est celui qui lead le marché. Mais une fois qu'on a dit que le Bitcoin était haussier, bah, nous, on va plutôt se positionner sur des altcoins qui vont surperformer le Bitcoin, surtout pendant ces phases où, je vous rappelle, la dominance de Bitcoin est toujours très baissière, toujours orientée à la baisse, malgré justement tout ça, qu'on soit dans une phase de baisse sur Bitcoin ou dans une phase de rebond, la Bitcoin dominance est baissière. Et donc ça, c'est très positif. Je vous remercie, passez une bonne journée.